la pandémie semble aujourd'hui épargner plus l'Afrique, pour des raisons là aussi qu'on a du mal à parfois identifier. Certes, on peut imaginer qu'il y a une détection moins importante qu'ailleurs, mais ça n'explique pas le faible taux de pénétration. Ceci étant, la difficulté pour l'Afrique, c'est d'anticiper les risques et aussi d'anticiper les conséquences humanitaires de la crise pandémique, en raison en particulier de l'absence de connexion de transport, de logistique, qui est liée à la fermeture des lignes aériennes, au blocage des transports et aux fermetures des frontières. Et donc, à cet égard, nous avons pris une initiative au mois d'avril avec 18 dirigeants européens et africains pour une mobilisation mondiale pour aider l'Afrique à affronter la crise dans toutes ses dimensions. La France va renforcer son aide bilatérale à cet égard sur les systèmes de santé nationaux, avec une mobilisation à hauteur de 1,2 milliard pour la France. L'appui à l'activité économique, avec des initiatives importantes et ambitieuses qui ont été prises. Je pense au moratoire sur les dettes, c'est 20 milliards qui permettent aux États africains de se mobiliser davantage pour assurer leur sécurité sanitaire. Il reste que nous souhaitons aller au-delà et faire en sorte qu'il puisse y avoir une annulation des dettes pour certains pays et qu'il puisse y avoir une mobilisation de droits de tirage spéciaux pour d'autres, afin de permettre aux pays africains de passer cette période difficile. Là, nous avons pris nous-mêmes l'initiative de créer un pont humanitaire aérien européen avec l'Afrique, pour acheminer des fournitures, des matériels et du personnel dans les pays les plus en difficulté. Et il est prévu 30 vols pour permettre l'aide de pays européens au pluriel pour aider l'Afrique à passer cette étape difficile. Le soutien à l'expertise scientifique africaine, notamment grâce à la mobilisation de nos agences de recherche et grâce au réseau de nos 10 instituts Pasteur en Afrique. Cette initiative-là, elle est à la fois une initiative de solidarité, liée à notre histoire en particulier, mais c'est aussi notre propre intérêt sanitaire. Parce que si d'aventure la pandémie était enrayée en Europe et qu'elle se développait en Afrique, alors nos propres intérêts auront été contrebalancés. Donc il faut lier solidarité et intérêt collectif et intérêt mondial dans cette affaire. Vous avez évoqué le Sahel, et j'ai constaté d'abord la reprise des comités de suivi de l'accord de paix au Mali après 5 mois de suspension. J'ai constaté le redéploiement progressif des forces armées maliennes dans les régions du Nord, y compris à Kidal. Ce n'était pas le cas depuis 2013. Je constate aussi que les élections législatives se sont tenues au Mali, sans trop de contestation, malgré un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Je constate aussi qu'il y a une coordination efficace entre Barkhane, la force conjointe du G5, et les armées nationales, dans le cadre de 2 opérations qui ont été menées singulièrement dans la zone des 3 frontières, et que dans la zone des 3 frontières, qui est la zone privilégiée de l'action du G5 et de la force conjointe du G5, le rapport de force a changé, ce qui montre qu'il y a eu des victoires sur les groupes terroristes de la part des forces du G5. Et donc on voit bien que le défi est toujours là, mais il y a une dynamique qui est utile et qui permet, je pense, une bonne efficacité. Et puis en complément de cela, la coalition pour le Sahel, dont le principe avait été décidé à Pau au mois de janvier, se met en œuvre. La montée en puissance de cette coalition est fondamentale parce qu'elle amplifie et coordonne bien les efforts en cours. Donc j'ai été plus pessimiste, même si c'est toujours fragile, même si on constate aussi des rivalités maintenant entre les groupes terroristes, singulièrement à la proximité de la zone des 3 frontières. On constate aussi des instrumentalisations ethniques à l'intérieur même de la confrontation entre les groupes terroristes, l'un étant lié à Al-Qaïda, l'autre étant lié à l'État islamique, mais ces divisions aboutissent aussi au fait que le rapport de force est en train de changer. Je vais dire quelques mots sur la Libye. Je reste très, très pessimiste. Les combats se poursuivent. Il y avait eu un accord à Berlin, en présence de tout le monde, que ce soit Mike Pompeo, que ce soit le président Sisi, que ce soit le président Erdogan, que ce soit la chancelière, le président Macron. Et finalement, on avait trouvé un accord et une feuille de route qui supposait la trêve,
la transformation de la trêve en cessez-le-feu, le processus de dialogue interlibyen et un dispositif économique permettant d'éviter que le pétrole soit bloqué et que les richesses propres de la Libye ne soient dirigées que vers tel ou tel groupe, et puis entraînant aussi la mise en œuvre par l'Union européenne d'un mécanisme pour lutter pour permettre l'embargo sur les armes. Tout ça faisait partie d'un ensemble qui a été acté par tout le monde. Mais ça ne s'est pas mis en place. Pendant la pandémie, les crises continuent. Là, la crise s'aggrave, puisque nous sommes, je n'ai pas peur du mot, devant une syrianisation de la Libye. Syrianisation, pourquoi? Parce que le gouvernement d'ordre national est appuyé par la Turquie, qui importe sur le territoire libyen des combattants syriens, qui sont en nombre significatif. Quand je dis en nombre significatif, c'est plusieurs milliers. Et d'un autre côté, côté Haftar, dans une moindre mesure parce que les forces sont moins importantes, mais la présence de la Russie, qui importe aussi des combattants syriens, mais pas les mêmes. Le président de la République et moi-même, nous parlons, y compris pendant cette période, avec tout le monde, pour essayer d'en revenir aux fondamentaux de Berlin, ce qui veut dire un accord de cessez-le-feu. La seule chose qui a marché, c'est la réunion, ce qu'on appelle le comité militaire 5+5, je rentre un peu dans la technique, qui regroupait 5 militaires côté Haftar, 5 militaires côté gouvernement, côté Gênes, pour se mettre d'accord sur les conditions d'un cessez-le-feu. C'est déjà pas mal. Ils se sont mis d'accord le 23 février dernier. Sauf qu'après, personne, c'est les militaires, mais les autres ne mettent pas en œuvre cet accord. Il faut commencer par cela, plus le déblocage des terminaux pétroliers et le dialogue interlibyen. Tout cela est assez compliqué. Et mon premier déplacement est d'aller en Italie pour m'entretenir avec les Italiens de cette évolution. On ne peut pas imaginer une situation de conflictualité de ce type, une syrianisation à 200 km des côtes européennes. On me parlait des migrations. Il y aura là un nouvel outil, éventuellement une nouvelle forme d'instrumentalisation qui pourrait être aussi utilisée, voire manipulée. Donc il importe que l'ensemble des acteurs fassent pression sur les deux acteurs majeurs libyens pour qu'ils puissent retourner à la discussion. Il n'y aura pas de solution militaire en Libye. Mais il peut y avoir une aggravation de la conflictualité qui peut même menacer notre propre sécurité, mais la sécurité des voisins, y compris la Tunisie, y compris l'Algérie. Beaucoup d'acteurs militent en ce sens. Il faut que la pression soit forte et que la sortie de la pandémie, quand on va pouvoir bien se mobiliser sur ce sujet, on puisse revenir aux dispositions prises à Berlin, qui, à mon avis, avaient l'accord de tous. Maintenant, il suffit de les mettre en œuvre et de dépasser d'autres considérations, puis qu'on respecte l'embargo, puis que les forces étrangères se retirent. Après une longue phase d'incertitude politique qui datait de décembre 2018, il y a eu 3 élections législatives en un an en Israël. Ce processus-là vient de se terminer avec un accord politique de différentes forces. Le Premier ministre, M. Netanyahou, qui va donner sa place à M. Gantz. Donc un accord de ce type. Concernant la relation avec la Turquie, les échanges se poursuivent en ce moment sur le paquet migratoire et sur les discussions concernant le financement qui est apporté par l'Union européenne à la Turquie en échange des actions menées par la Turquie pour les réfugiés sur leur propre territoire. Ces discussions se poursuivent, mais nous estimons, nous, qu'il faut que nous incluions dans la discussion avec la Turquie l'ensemble des sujets. Je l'ai dit publiquement, hein, donc je le redis ici. Il y a besoin d'une explication franche avec la Turquie sur la question des migrations, mais qui intègre aussi la Méditerranée orientale, qui intègre aussi la situation libyenne, qui intègre aussi la situation en Syrie, qui intègre aussi les actions sur le nord-est syrien. Bref, cette discussion doit être globale. Même si les sujets sont séparés, il importe qu'il y ait une nouvelle donne dans la relation avec la Turquie, nous n'y sommes pas. Sur l'Irak, la principale interrogation que nous pouvons avoir, c'est le fait que le Parlement irakien a, dans une
délibération, je ne me souviens plus bien de la date, demandait, janvier 5 janvier, demandait à ce que les forces américaines se retirent. Et finalement, en filigrane, il y avait la volonté de faire reconnaître la souveraineté irakienne, même si sur le territoire irakien, il y a des forces étrangères qui ont été sollicitées par l'Irak lui-même. Puisqu'il y a sur le territoire irakien et des forces américaines, des forces françaises, des forces britanniques, qui assureront essentiellement de la formation de l'armée irakienne. Il faut donc faire en sorte que, j'allais dire, l'Irak se sente chez lui. Et nous devons donc faire en sorte qu'il y ait, avec les autorités irakiennes, une relation fluide pour bien déterminer la manière dont la coalition, après la crise pandémique, va se reconstituer et se développer pour lutter contre la pandémie. Nos propres éléments de formation retourneront en Irak dès que les situations sanitaires seront permises. Je crois que l'état d'esprit d'aujourd'hui du Premier ministre Kadhimi, mais du président Saleh aussi, est positif à cet égard, puisque le 5 janvier, c'était juste après l'assassinat du général Soleimani. Donc la souveraineté de l'Irak passe aussi par le fait qu'il ne soit pas assujetti ni à la présence iranienne sur le territoire irakien, par le biais direct ou indirect de ce qu'on appelle le mouvement populaire, ni par une espèce de volonté américaine de s'imposer aux autorités irakiennes. Il faut jouer là-dessus. Et la France a un rôle particulier, parce que nous sommes membres de la coalition contre Daesh. Nous voulons continuer à agir contre Daesh avec le soutien et des forces irakiennes, dans lesquelles j'intègre évidemment les forces kurdes irakiennes. Et donc trouver le bon aménagement, la bonne organisation de tout cela. Dès que je serai en mesure de le faire, ce sera d'aller en Irak en parler avec le président Saleh et le Premier ministre Kadhimi, qui compte beaucoup sur la France. Et les Nations Unies aussi, qui sont très présentes aussi en Irak. Ce n'est pas une question de financement, puisque l'Irak a des ressources, puisque par ailleurs, il y avait eu, à l'initiative du Koweït, une réunion de mobilisation des financiers qui s'était tenue l'année dernière, mais tout ça permettait de reconstruire l'Irak, mais après il y a eu la crise politique qui s'est déroulée quand même pendant plusieurs mois et dont heureusement ce pays est en train de sortir.